Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Voilà une princesse qui vit entourée de privilèges, de serviteurs, de demoiselles d'honneur. Il y a toute une nuée de courtisans qui s'affairent autour d'elle. Ils sont là en représentation. Et au milieu de tout cela, elle est la solitude incarnée. Dès son premier contact avec la cour, on est à la fin de 1671, dans les environs de Châlons en Champagne. Elle est seule, Henriette d'Angleterre, la première épouse de monsieur que nous l'avons vu mourir hier, la pauvre. Et voilà, à peine plus d'1 an qui s'est écoulé, un deuil à la cour, et on a retrouvé une princesse pour monsieur, une remplaçante, si l'on peut dire. Elle a 19 ans, elle est la fille de l'électeur palatin. Le Palatinat est une principauté rhénane, électrice, s'il vous plaît, au Saint-Empire, et elle a donc dû délaisser le protestantisme, et puis le mariage a eu lieu, comme toujours, dans les familles royales et princières, par procuration. La jeune femme descend maintenant de son carrosse. Elle va rencontrer son mari. Toutes les paires d'yeux sont littéralement braqués sur elle. Monsieur aussi l'observait, si l'on en croit Primi Visconti, qui nous raconte tellement de choses sur les coulisses de la cour. Il aurait eu cette remarque terrible, monsieur. « Oh, comment pourrais-je coucher avec elle ?» Est-ce qu'elle est finalement aussi laide que cette anecdote pourrait le suggérer ? Sans doute le prince cherche-t-il à donner le change à son entourage. Vous savez que dans l'entourage de monsieur, on n'aime pas tellement les épouses du prince, évidemment. C'est vrai que Madame n'est pas tout à fait de l'ère de la cour de France, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre haute noblesse regarde d'un peu haut tout ce qui peut circuler en Europe, et notamment de l'autre côté du Rhin. Elle a une forme de rudesse, un petit côté garçon manqué comme ça, qui contraste avec les beautés délicates de la cour. On est loin de Madame de Montespan ou de Mademoiselle de la Vallière, n'est-ce pas ? Et puis alors, il y a son mari qui évidemment, lui, est tellement sophistiqué qu'à côté de lui, n'importe quelle épouse paraîtrait un peu rustaude. Je cite Pierre-Louis Lancel, notre Pierre-Louis Lancel, l'un des auteurs attitrés de cette émission, qui vient de faire paraître chez Perrin un ouvrage absolument passionnant qui s'appelle « L'éloge des moches ». Je l'ai dans les mains, cet ouvrage, et sur la couverture, il y a un portrait de Charles II qui, c'est vrai, ne rend pas tellement hommage au physique du roi d'Espagne, et il y a toute une galerie de portraits de personnages qui, de Toulouse-Lautrec à Danton, en passant par Jeanne de France et jusqu'à Mickey Rooney, sont des personnes qui auraient pu être desservies par leur physique et qui finalement, d'une certaine manière, ont fait quelque chose de ce physique. Voici ce qu'il nous dit pour résumer l'apparence de Madame, Pierre-Louis Lancel. Madame a tout de même, au sortir de l'adolescence, quelques qualités physiques à faire valoir. Des témoins évoquent sa silhouette agréable, son air avenant, la noblesse de sa mine. Cela n'empêche pas d'avoir, en l'examinant, le souci du détail. Le nez, en particulier, semble chez elle un ornement plus baroque que classique. La grande mademoiselle, cousine de Louis XIV, laissera cette réflexion. « Madame ne parut pas si bien au jour qu'au flambeau. » On se demande où ils vont chercher des expressions comme celle-là dans cette cour de Louis XIV. Et évidemment qu'on ricane autour d'elle. Et plus encore autour de la perruque sombre de son petit mari. Elle est propulsée avec toute l'inexpérience un peu gauche qui est la sienne dans une position infiniment exposée. Et la question qui se pose est toute simple. Est-ce qu'elle va parvenir à se protéger un peu mieux que ne l'avait fait Henriette d'Angleterre ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il faut quand même vous dire que, en dépit de ce physique un peu ingrat, c'est certain, Madame a des qualités à faire valoir. Elle est très sensible, elle est d'une intelligence assez inouïe et d'un bon sens pragmatique, tout à fait allemand, si je puis dire. Elle a été préparée à sa vie de princesse, et il y a quelqu'un que ce naturel ravit, réjouit, c'est Louis XIV. Vous savez que Louis XIV avait eu avec la précédente Madame une relation presque équivoque. Eh bien, avec la nouvelle Madame, c'est une forme de fraternité qui naît. Louis XIV aime sa belle-sœur. Voici ce que nous dit Thierry Sarment, qui fait partie du comité éditorial d'Historia, dans son récent ouvrage « L'envers du grand siècle, Madame Palatine, le défi au roi Soleil ».
La princesse parle très couramment le français avec un fort accent allemand, cause avec esprit, danse parfaitement. Le 1er décembre, arrivée à la cour, la seconde madame se tire très bien d'affaire, sans se montrer embarrassée par son rang nouveau et le théâtre sur lequel elle se trouve soudainement projetée. Quand elle rend sa première visite à la reine Marie-Thérèse, Louis XIV lui chuchote complice « N'en ayez pas peur, madame, elle aura plus de peur de vous que vous d'elle. » Oui, évidemment, la pauvre. Il y a vraiment une bienveillance chez Louis XIV et qui va devenir une estime attentive et même une camaraderie, je vous dis. Peut-être un petit peu fort quand on parle de Louis XIV, mais il y a de ça quand même. Alors, elle va prendre part aux grandes chasses de la cour, madame. Et ça plaît beaucoup à Louis XIV. Et puis elle a ces espèces de répliques bien envoyées qui font rire le roi pendant des soirées entières. Il est plein d'attachement pour elle, et d'ailleurs elle le lui rend bien. La vérité même, c'est qu'elle le lui rend peut-être un peu plus. Est-ce qu'elle n'aurait pas pour son beau-frère un véritable penchant ? La vraie relation, celle qui nous intéresse tout particulièrement cette semaine, c'est la relation entre madame et monsieur, bien sûr. Comment va-t-elle réussir à se faire accepter de son impossible mari? Ils sont aussi différents qu'on puisse l'être. Et cependant, la princesse y met tout son cœur. Elle racontera elle-même « Je fis toujours la meilleure mine possible, mais je voyais bien que je ne plaisais pas du tout à mon seigneur, c'est-à-dire à monsieur. Ce qui n'était pas un tour de force, laide comme je suis. » C'est affreux de lire ça sous la plume de cette princesse. Mais je pris la résolution de vivre si bien avec sa dilection qu'elle s'habituerait à ma laideur et qu'elle me supporterait. Oui, c'est triste tout ça, mais l'objectif de ce couple princier, vous le savez bien, c'est pas l'amour passionnel, on en est très loin. Monsieur a sa vie et madame va constituer peu à peu la sienne. La vérité, c'est qu'il faut avoir des enfants. Surtout, il faut avoir un fils, parce que la précédente madame n'a laissé que 2 fillettes. Donc, il va falloir que ces 2 époux, tellement dissemblables, fassent un pas, fassent 2 pas, fassent 3 pas l'un vers l'autre. Vous écoutez Radio Classique. Il y a une chose bien pratique pour ceux qui racontent l'histoire lorsqu'il est question de Madame Palatine, c'est que cette princesse, contrairement à beaucoup de ses semblables, nous a laissé infiniment de détails, non seulement sur sa vie publique, mais sur sa vie privée, à travers des lettres extraordinaires qu'elle adresse à ses parents et à ses relations réparties un peu partout en Europe. Des lettres qui sont pleines d'une franchise extraordinaire, d'un esprit tranchant, d'une ironie qui les a rendues célèbres. Évidemment, ça aide sans doute madame à mieux supporter toutes les frustrations, toutes les peines qui constellent sa vie. Et grâce à ça, en tout cas, nous savons à peu près tout. Elle raconte notamment comment, après avoir eu 2 fils en 1673 et 1674, puis une fille en 1676, elle et monsieur ont pris une grande décision. Je cite Dirk van der Kruis, qui est le grand biographe de la princesse. Aussi, lorsque monsieur lui proposa en 1676 de faire chambre à part, accepta-t-elle l'idée avec empressement. J'étais bien aise quand monsieur a fait lit à part, car je n'ai jamais aimé la corvée de faire des enfants. Quand sa dilection me le proposa, je répondis « Oui, de bon cœur, monsieur, j'en serais très contente, pourvu que vous ne me haïssiez pas et que vous continuiez à avoir un peu de bonté pour moi. » Il me le promit. Il fallait toute l'intelligence et tout le bon sens extraordinaire de cette jeune femme pour accepter une situation quasi inacceptable et, par cette acceptation, devenir en quelque sorte l'ami de monsieur. Il y a un équilibre sur ce point, sauf que le temps va passer et qu'émergent d'autres épreuves. À propos des piliers de la vie de la princesse, le premier coup terrible, c'est la mort de son premier fils qui avait seulement 2 ans. Il est mort d'une maladie gastrique, ce bébé. Et puis, au quotidien, il y a toutes les méchancetés de l'entourage de monsieur, tous ces mignons qui sont là, qui s'éventent autour d'elle et qui vont évidemment profiter de l'éloignement physique du couple princier. Autre désillusion, le lien que la princesse entretient avec Louis XIV. Madame se désespère de voir le roi durcir sa politique avec les puissances germaniques, dont le fameux Palatinat, bien entendu. Quand le père de la princesse vient à disparaître en 1680, elle perçoit un lien
partiels, avec les différends qu'il avait avec Louis XIV. C'est un problème politique majeur. Et puis le Palatinat va être ravagé à plusieurs reprises par les troupes françaises, avec une violence tout à fait conforme à la politique du grand ministre Louvois, vous savez, qui n'était pas un tendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la princesse est révulsée par tout ça. Ajoutons que la politique religieuse du roi, qui est tellement cruelle envers les protestants, la heurte de plein fouet intimement. Or, madame, avec le temps, en vient à s'étendre sur certains de ces sujets dans ses lettres. Oh, elle est très ironique, elle est parfois même aigrie. Et vous savez que le courrier des grands, comme le courrier des petits d'ailleurs, est ouvert par le secret, par le cabinet du roi, et donc le cabinet noir, comme on dira un peu plus tard. Et donc le roi est au courant de tout ce que raconte sa belle-sœur. Si l'on voulait parler avec un terme d'aujourd'hui, on dirait que madame manque un peu à son devoir de réserve, si vous voulez. Et puis alors, surtout, il y a le cas de Madame de Maintenon, qui va devenir la très grande amie du roi, puis sa favorite, puis bientôt son épouse. Et alors ça, c'est impossible à accepter pour la princesse, qui s'épanche contre la vieille touffe, la vieille guenipe, enfin elle l'appelle de toutes les façons possibles, ça nous fait sourire nous aujourd'hui, mais c'est surtout le témoignage, tout ça, d'un excès qui vient déséquilibrer la vie de la famille royale. Madame va développer à l'égard de Madame de Maintenon une haine qui va devenir complètement obsessionnelle, forcenée. Ce qui d'ailleurs éclaire un pan un peu moins plaisant de sa personnalité, c'est le mépris qu'elle porte à toutes les personnes qui ne sont pas nées. Et alors, pour être né, c'est-à-dire issu de l'aristocratie, et dans son cas, il faut vraiment être issu d'une famille royale pour avoir droit à l'estime de madame qui regarde un peu tout le monde de haut, disons les choses. À ses yeux, cette femme d'extraction quasi bourgeoise, en tout cas médiocre, et qui a, vous savez, qui a été le soutien, d'abord la gouvernante, puis le soutien des bâtards royaux, tout ça constitue une anomalie à la cour. Et le dédain de madame va en quelque sorte lui rendre impossible l'acceptation de la grande affaire pour elle, c'est-à-dire le mariage de son fils Philippe, en 1692. Le roi est parvenu, ça n'a pas été simple, il est parvenu à convaincre son frère et à convaincre son neveu, évidemment, d'une union avec une de ses filles naturelles. Quand même une princesse née, je dis princesse parce qu'elle a été certes légitimée, mais née du double adultère du roi qui était marié et de Madame de Montespan qui ne l'était pas moins. Et quand Madame Palatine apprend ça, alors là c'est tout son monde, sont ses références qui s'effondrent. D'ailleurs, elle va non seulement se montrer plus que chagrine, mais afficher sa peine à la vue de tous. Il y a ce fameux geste d'anthologie le lendemain de la désignation de la fiancée. Elle revoit son fils qu'elle n'avait pas vu depuis la veille en public. On est dans la grande galerie de Versailles, ce que nous appelons, nous, la galerie des glaces. Et je cite Saint-Simon. Il s'approcha d'elle, comme il faisait tous les jours, pour lui baiser la main. En ce moment, madame lui appliqua un soufflet si sonore qu'il fut entendu de quelques pas et qui, en présence de toute la cour, couvrit de confusion ce pauvre prince et combla les infinis spectateurs dont j'étais d'un prodigieux étonnement. Il précise qu'il y était, Saint-Simon, parce qu'il écrit tout ça des décennies plus tard et qu'en 1692, il faisait lui-même ses premiers pas à la cour. C'est la première grande scène à laquelle il est assisté. Madame accumule les déconvenus. Elle a le sentiment maintenant d'être la risée de tout le monde, d'être négligée, maltraitée. Elle a heureusement cette personnalité forte qui l'aide à surmonter les épreuves. Elle s'est bâti son petit monde protecteur, si vous voulez, entre ses lettres qu'elle passe des journées à écrire, la tendresse qu'elle a pour sa meute de chiens qui est là tout le temps partout dans ses jupes, et puis le spectacle aussi auquel elle assiste beaucoup. Je cite Pierre-Louis Lancel dans son Éloge des moches. L'éloge des moches est paru chez Perrin. Il faut lui pardonner de tenir si fortement ses positions et parfois si peu sa langue. Ce n'est pas si difficile quand on la voit s'attendrir en compagnie de ses petits chiens, s'ébaudir à la chasse, chérir le théâtre avec gourmandise. Madame, les pieds solidement plantés dans la terre, veille sur les bornes de son territoire intime. Les amusements, l'humour, l'orgueil, les affections animales qui déçoivent moins que les autres, le détachement plus ou moins simulé après tout, sont autant de recours au milieu des épreuves. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Elle vieillit, madame. Évidemment, ses traits se marquent. Elle prend de l'embonpoint. Elle accumule dans ses lettres les moqueries, y compris physiques, sur les figures de la cour. Elle y va aussi très fort sur elle-même. C'est un des aspects sympathiques du personnage. Un exemple éloquent. On est en 1698. C'est Dirk van der Cruyss qui cite ça. 98, elle a 46 ans à l'époque. J'ai toujours été laide et le suis devenu encore plus depuis la variole. Ma taille est de grosseur monstrueuse. Je suis carré comme un dé. Ma peau est d'un rouge tacheté de jaune. Je commence à grisonner et mes cheveux sont poivre et sel. Mon front et mes yeux tout ridés. Mon nez toujours aussi de travers, mais très brodé par la variole. J'ai les joues plates, un double menton, les dents gâtées. Voici ma jolie figure. On a beaucoup cité cette lettre terrible, mais qui montre l'humour également et le détachement de madame, y compris envers elle-même. Elle prend de l'âge et c'est vrai qu'il y a de la nostalgie dans tout ce qu'elle vit et fait. Il y a des personnes auxquelles elle tenait qui disparaissent. Et puis, en juin 1701, voilà que c'est au tour de monsieur de disparaître en son somptueux château de Saint-Cloud. Je vous raconterai cela demain. Les relations n'étaient pas simples, évidemment, entre les deux. Mais vous avez compris qu'ils avaient réussi à trouver une sorte de modus vivendi, d'autant que sur le tard, le prince s'était rapproché de son épouse. Et avec son décès, une question pénible se pose, c'est celui de l'avenir de madame. Nous n'avons pas encore cité la chère Simone Berthière dans les reines de France au temps des Bourbons. La voici. Douairière, elle est vouée à la retraite. Elle dispose pour cela d'un château et d'un domaine à Montargis, à moins qu'elle ne préfère se retirer auprès de sa tante, l'abbesse de Maubuisson, comme elle a toutefois menacé de le faire dans des moments de colère. Cette seule idée lui arrache des cris de terreur. Point de couvent, qu'on ne me parle point de couvent, je ne veux point de couvent. À la vérité, personne ne lui parlait de couvent. C'est vrai que le roi était souvent agacé des écarts de madame, mais il avait pour elle, je vous l'ai dit, une profonde affection, et bien sûr qu'elle peut rester à la cour si elle le souhaite. Même madame de Maintenon va entreprendre une espèce de rabibochage avec elle, non sans mettre cruellement madame face aux contradictions entre les discours de façade très polis qu'elle affiche et les égarements épistolaires assez nourris que les indiscrétions du cabinet permettent de révéler. Selon les périodes, madame revient plus ou moins en grâce auprès du roi, mais à ce sujet, le grand moment de vérité, c'est à l'été 1715, quand le roi entre en agonie, il est épuisé, Louis XIV attendri, il a des mots affectueux pour elle. Il lui dit « l'avoir toujours aimée et plus qu'elle n'avait pensé elle-même ». Et il ajoute qu'il regrette de lui avoir parfois causé du chagrin, je cite Thierry Sarment. Au fond, madame n'a jamais cessé d'aimer et d'admirer cette figure rayonnante, et les critiques qu'elle lui a ménagées au fil de sa correspondance ressortent toujours sur un fond de respect et d'affection. Comme bien des courtisans, comme beaucoup de Français, la Palatine a fini par croire au plus grand roi du monde, à faire sien les succès et les revers du roi Soleil. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le fils de madame va s'emparer de la régence. Ça, c'est assez extraordinaire. Ça nourrit son orgueil à elle, bien sûr. Elle est maintenant la mère du régent, vous imaginez ? En même temps, il y a toutes les craintes qui vont avec les personnes qui connaissent les antichambres du pouvoir, savent ce que cela veut dire. Évidemment qu'elle est inquiète, madame, et dans ses lettres, au-delà de ses traits toujours bien sentis, et de jolis souvenirs, et de la bonté qu'elle montre sur certains sujets, elle relaie aussi, disons-le, un certain nombre de rumeurs franchement absurdes. C'est comme si, avec le temps, les défauts de la princesse s'étaient un petit peu alourdis. Je cite de nouveau Pierre-Louis Lancel dans son éloge des moches. Elle a vécu trop loin des réalités pour être politique et elle a trop été blessée pour rester juste. Elle fait de l'indignation, qui devrait n'être qu'un moyen transitoire de sursaut, une fin paresseuse et mortifère. Madame ressasse ses incompréhensions et ses haines et, au besoin, réécrit les événements du passé. Elle croit sans doute que peindre le monde en noir lui donne raison, attitude commune aux êtres désenchantés. Ce n'est plus une fuite en avant, c'est une fuite en arrière. Et pourtant, jusqu'au bout de sa vie, à la fin de 1722, même dans les lettres les dernières années,
Madame conserve cette espèce de charme qui lui est si personnel, et cette liberté indomptable, et cette franchise blessée qui finit toujours par attendrir le lecteur. Et ici, on peut reprendre la conclusion de Pierre-Louis Lancel. Elle n'a pas été une princesse de conte de fées, belle, raisonnable et insipide. Tant mieux. Vous écoutez Radio Classique.